Bonsoir à tous. Je me permettrai de faire une petite présentation de la chose, puisque il faut que vous sachiez que nous sommes 3 écrivains invités à faire un discours sur le modèle du commencement speech, le discours qu'on adresse, qu'une sommité issue d'une grande école adresse aux élèves de cette grande école lorsqu'ils ont réussi leur diplôme et qu'ils partent dans la vie active. J'ai choisi de vous parler d'un thème qui m'est cher. Voici le titre. Faut-il, pour être psychiatre, aimer ou détester la folie ? Un psychiatre doit-il aimer la folie pour la côtoyer, la supporter, entendre ses messages, apprécier ses raisons ? Doit-il au contraire la détester pour la combattre, contrer ses assauts, en gommer les symptômes et les souffrances ? Doit-il la faire taire ou la faire parler ? Cette question, à ma connaissance jamais posée, malgré son évidence, m'a récemment traversé l'esprit alors que je pensais à un collègue, modèle de froideur théorisante et d'intolérance à toute forme de fantaisie, qui me semblait incapable de répondre aux écarts de ses patients autrement que par la sédation, voire l'enfermement. Moi, me suis-je dit, j'aime écouter les extravagances des fous, noter leurs formulations incongrues, débusquer les vérités profondes qui se cachent dans les replis de leur délire. Puis je me suis souvenu qu'il m'était arrivé, plus souvent que je ne l'aurais voulu, de prescrire des sédatifs ou des périodes d'isolement, parfois longues. Mais la question était posée, et malgré la mauvaise conscience que me valaient mes contradictions, son insistance me surprenait assez pour que je l'explore plus avant. Une approche scolaire consisterait à interroger avec rigueur son énoncé, autrement dit le titre du présent discours. Mais même en négligeant pronoms, prépositions, conjonctions de coordination et articles, il resterait 4 verbes : falloir, être, aimer, détester, et 2 substantifs, psychiatre et folie, dont l'exégèse peut nous emmener fort loin. Pour peu que j'arrive à coller récits, les notices copiées dans les dictionnaires, vocabulaires, encyclopédies, manuels et autres talmuds traitant de ces questions, nous serions encore là demain. Je m'arrêterai donc simplement à la folie, mot renvoyant à des réalités dont la palette va de la singularité charmante au pire naufrage humain. Non que j'espère en épuiser le sens, mais pour essayer de clarifier celui qu'intuitivement j'entends dans le titre du présent discours. Le mot dérive d'une racine indo-européenne, commençant par l'onomatopée ple. Ça s'écrit B-H-L. Je vous jure que c'est vrai. Signifiant souffler, gonfler, qui a donné en latin le mot folis. Sac rempli d'air, ballon, vous direz peut-être baudruche, mais enfin. Et flarer, flatus, souffler, souffle. En latin vulgaire, flator contient l'idée d'odeur nauséabonde et flabra l'idée de riser. En gaulois, la même racine a donné bulga, signifiant sac de cuir, outre. Il en dérive 3 grandes familles de mots. La première, issue du latin flare, comme par exemple enfler, renfler, enflure, souffler, essouffler, souffler, boursoufler, fleuret, flûte, flageolet, gonfler, inflation, déflation, flatueux, flatulence ou insuffler. Issu du latin folis, comme fou,
follet, affolé, folâtré, raffolé, folichon, follicule, folliculaire. Et enfin, issu du celtique boulga, comme bouge, budget ou bog. Ces cousinages étymologiques amusent autant qu'ils intriguent. Je me demande si Antonin Artaud les connaissait lorsqu'il écrivit en 1946. J'ai passé 10 ans avec des aliénés, non comme le médecin amateur, qui flûte 1 heure par jour avec la folie, mais comme un authentique aliéné. J'ai vécu nuit et jour et du matin au soir avec des fous, dormi dans de vastes dortoirs de fous, râlé, craché et respiré chaque nuit dans l'odeur de leur paix. Car il n'y a rien comme des aliénés pour péter. Il y a une science des gaz méphitiques, communément appelée des paix. Le gaz méphitique est un esprit. Mais quel est le psychiatre qui l'a compris? Sans aller jusqu'à prétendre que le vent de folie qui souffle sur ces pages se charge de connotations malodorantes, observons qu'à propos des sens possibles de notre mot, le dictionnaire donne l'embarras du choix. Citons parmi les principales significations recensées. 1. Le désordre mental qui le fait tendre vers aliénation ou psychose. 2. Le manque de bon sens, beaucoup plus léger, qui fait dire à Camus « C'était folie de ma part que de vouloir atteindre au ciel ». 3. Le manque d'hypocrisie, joyeusement dénoncé par Erasme. 4. Les tendres chatteries chantées par Louise Labbé. Permets, m'amour, penser quelque folie. 5. La débauche, telle que la suggère l'expression « faire des folies de son corps ». 6. Le rut des animaux, dit en folie. 7. La rage, que le mobile en soit ou non psychopathologique. 8. L'achat inconsidéré. 9. La bêtise ou la naïveté qui fait écrire à Chateaubriand « Si j'avais la folie de croire au bonheur, je le chercherais dans l'habitude. » 10. L'engouement, le goût excessif comme la folie des statistiques ou des conquêtes coloniales. 11. Une conduite primesautière et affranchie des conventions sociales. 12. Le personnage allégorique de la gaieté et de l'extravagance. 13. Une danse espagnole. 14. Certaines formes de vaudeville. 15. L'inanité, qui conduit Victor Hugo à dénoncer la folie des vœux éternels. 16. Le mystère de l'incarnation divine, qu'un certain mysticisme désigne comme la folie de la croix. Et enfin, 17. Une demeure de plaisance, souvent opulente et aux antipodes du bouge dont nous parle l'étymologie. La folie dont il sera ici question est bien évidemment celle qui se rapproche de la psychose, mais sans l'équivaloir ni abandonner sa luxuriante pénombre associative. Disons qu'il s'agit de la folie des psychotiques, et nous ferons un pas de plus dans sa direction. Et, pour serrer au plus près l'objet de mon propos, j'appellerai folie des psychotiques toutes les conséquences de leur délire, depuis la fausseté du jugement jusqu'à la prodigalité excessive, en passant par la violence, les bizarreries comportementales, la crédulité, l'euphorie, l'affranchissement des conventions sociales, l'intérêt encyclopédique pour des sujets techniques, l'incurie, les pratiques mystiques les plus déraisonnables, et j'en oublie beaucoup. Reste à définir le délire. Pierre angulaire de bien des descriptions sémiologiques, désordre mental que l'intuition repère presque à coup sûr, et qui, pourtant, résiste à l'entreprise de définition.
On a prétendu que le mot délire, dont l'étymologie renvoie au fait de sortir du sillon, désignait une conviction inébranlable dans une conception fausse de la réalité. Il s'en déduirait que les hommes de l'Antiquité déliraient, puisqu'ils se représentaient la terre comme plate. Voulant corriger le tir, on a précisé qu'il s'agissait d'une conviction inébranlable dans une conception de la réalité à la fois fausse et non admise par la majorité, ce qui assimilerait le délire à l'hérésie ou à la dissidence et ouvrirait la porte à la pathologisation des opinions et des croyances. Jaspers a suggéré que la conviction inébranlable s'appliquait à une croyance fausse ou impossible, ce qui écarte la possibilité même du délire de jalousie. Parvenu à ce point, il semble nécessaire d'admettre que le mot délire, s'il recouvre une perturbation spécifique et éminemment subjective du rapport à la réalité, ne se définit pas. Ainsi, nous arrivons à la conclusion qu'il est possible à des gens en parfaite santé mentale de croire qu'on peut lire l'avenir dans un jeu de tarot, qu'on peut soigner le cancer par imposition des mains, ou qu'on peut communiquer avec les morts et faire tourner les tables. Et à l'inverse, il est possible de détecter la psychose chez des personnes qui prétendent simplement que leurs voisins les dérangent, que la police les surveille, ou que leurs vrais parents ne sont pas ceux dont le nom figure sur leur état civil. En outre, toute personne ayant assez d'expérience de la vie en société distingue intuitivement le délire de l'incohérence des malades confus ou des vieillards séniles, de la fabulation des mythomanes et de la foi des charbonniers. Il en découle que la psychiatrie soigne au moins un symptôme qu'elle ne sait pas définir, question qui mériterait de faire l'objet d'un autre discours, mais que nous nous contenterons ici de garder en tête à toutes fins utiles. Pour un psychiatre, détester la folie aurait en effet pour effet de vouloir en mater au plus vite les manifestations visibles. Calmer l'agitation, abraser le délire, faire taire les hallucinations, briser l'oppositionnisme, guérir l'insomnie, atténuer l'angoisse, normaliser les relations sociales, rendre l'élan vital, guérir les stéréotypies, régulariser l'humeur, tempérer les pulsions, défroisser les égos, tiédir le régime existentiel, et pour finir, transformer chaque malade en un orthophrène heureux de l'être. La faculté recommande pour cela des médications spécifiques de chaque symptôme et des programmes d'apprentissage comportemental d'une époustouflante variété. Apprendre à donner un rendez-vous. J'achète mon pain sans bégayer. Une flûte, par exemple. Comment reprendre en main les rênes de sa vie. Je me douche seul et sans inquiétude. Convaincre une femme qu'on est l'homme de ses rêves, etc. Un psychiatre aimant la folie aura à cœur, en revanche, de prêter attention à l'inventivité de ses productions, à l'obscure logique structurant ses manifestations, au charme de sa singularité. Je connais peu de témoignages de ce genre d'attitude professionnelle, mais j'en citerai un dont l'originalité mérite le détour. Le livre de Mario Tobino, traduit en français sous le titre « Les derniers jours de Maliano ». Né en 1910 et mort en 1991, Mario Tobino mène de front une carrière de psychiatre hospitalier et une vie d'écrivain prolifique, poète, romancier et scénariste. Étudiant dans les années 30, il semble fasciné par sa rencontre avec les grands fous,
ceux que le délire transforme en rois ou en bêtes fauves, ceux qui passeront leurs nuits à hurler ou leur vie à se taire, masturbateurs frénétiques ou mangeurs d'hommes, grabataires à réactifs ou dromomanes forcenés, innocents traversant la vie sans connaître le moindre vertige, ou visionnaires marchant au suicide sous le soleil noir de la mélancolie. Lorsqu'il les découvre, la science ne dispose guère d'autres moyens officiels que la douche froide, la camisole et le chloral. À quoi s'ajoute, jamais cité dans les traités médicaux, mais allié très précieux, le temps. C'est dans la longue durée de la chronique asilaire que s'émoussent le mieux les embrasements maniaques et les fureurs paranoïdes, les rages automutilatrices et les désespoirs sans fond. Voilà les circonstances dans lesquelles Mario Tobino apprend à coudoyer la folie, à se défier de ses ruades et à sourire de ses frasques. La révolution des neuroleptiques dans les années 50 semble le laisser de marbre. En revanche, lorsqu'en 1978, Franco Basaglia arrache au Parlement italien le vote de la loi 180, prévoyant la fermeture des hôpitaux psychiatriques, il s'indigne. Lui, qui s'était forgé une représentation spontanément organiciste de la folie, s'offusque de la prétention des nouveaux psychiatres à traiter la folie comme une construction politique et à voir partout la marque des institutions aliénantes, parmi lesquelles il situe les asiles en bonne place, à côté de la famille, l'école, l'église, l'armée ou l'usine. Ce retour de balancier qu'une loi physique envoie naturellement trop loin dans l'autre sens heurte violemment sa sensibilité et gâche ses dernières années d'exercice au point qu'il se lance dans la rédaction de ce témoignage. C'est peu dire que Mario Tobino aime la folie. Non seulement il la vénère et la connaît dans ses recoins, mais il ne doute ni de son existence ni de son autonomie. Je le cite. « Je crois sincèrement que la folie existe quand mes adversaires sont convaincus que, une fois qu'on aura fermé l'hôpital psychiatrique, vont se dissiper la noire mélancolie, l'architecture de la paranoïa, les chaînes des obsessions. » Aussi, lorsque l'institution rend à leur liberté des malades jusqu'alors gardés sous haute surveillance, tient-il le macabre registre des suicides et des morts accidentelles. L'un est tombé dans une citerne à purin, dont il échoue à s'extraire. L'autre a posé sur les rails du chemin de fer sa tête folle ou s'est jeté dans son puits. Les fous meurent par dizaines et Tobino pleure sur eux des larmes amères. Puis il s'avise, après tout le monde, dirait-on, que ces externements abusifs ne pourraient se produire sans les neuroleptiques. Et dès lors, le chariot des médicaments devient la cible de son animosité. Je le cite à nouveau. « Il m'a tourmenté, ce chariot de médicaments. J'ai vu en émaner des lueurs de torture, et à chaque fois j'ai dû me répéter « Comment faire autrement si on laisse tout ouvert? Comment sont les psycholeptiques? Les malades vont, viennent, prennent l'autobus, citoyens libres, arrivent en ville, se mêlent aux enfants, aux jeunes, aux vieux. Comment une telle liberté serait-elle possible sans le chariot des médicaments ?» Au défilé des victimes de la loi 180 s'ajoute alors le catalogue des hagards et des titubants, qui ont perdu non seulement leur vigilance et leur libido, mais aussi leurs hallucinations et leurs insomnies sous l'effet de la camisole chimique. Parvenus à ce point de notre questionnement, il est difficile de réfréner un malaise. Entre celui qui déteste assez la folie pour la réduire à grand renfort de psychotropes, et celui qui l'aime au point de regretter le temps des belles hallucinations et des délires indomptables, lequel pourrait nous fournir un modèle de psychiatre recommandable? Auquel des deux serions-nous enclins à confier nos tourments, le cas échéant? Pour ma part, ni à l'un, ni à l'autre. Alors, la question initiale serait-elle absurde, mal posée?
sans objet. Vous viendrait-il à l'idée de demander si, pour devenir cancérologue, il faut aimer ou détester les tumeurs? Ou si, pour devenir buraliste, il faut aimer ou détester les cancérologues? Plus radicalement, faudrait-il plutôt se demander sur le ton de Montesquieu, comment peut-on être psychiatre? Pareille issue ne manquerait pas d'intelligence. Après tout, rien n'empêche d'être perçant. Mais surtout, malgré les impasses où elle nous conduit, la question initiale oppose à ces rationalisations son ostinato souterrain et sa pertinence obscure. Aucun raisonnement n'atténue ma défiance envers les psychiatres qui détestent la folie. Ceux qu'Artaud voyait comme, je le cite, une espèce de garde suisse pour saquer à sa base l'élan de rébellion revendicatrice qui est à l'origine du génie. Et si Mario Tobino ne s'impose pas comme un contre-modèle convaincant, malgré son amour pour les confins de la psychose, c'est peut-être que, fasciné par la folie d'autrui, il oublie d'interroger son rapport à la sienne propre. Il me semble même qu'il voue une ferveur aussi excessive qu'implicite à sa raison, se voit trop benoîtement comme un parangon d'équilibre et de bonne santé mentale, protégé par sa bonne constitution des assauts d'un mal qu'il ne peut voir autrement que constitutionnel. Or, je crois qu'il est hautement souhaitable pour un psychiatre, comme pour tout un chacun, d'aimer en premier lieu sa propre folie, avant de prendre en charge celle des autres. Cela suppose d'admettre qu'il y a en lui, comme en chacun, un mégalomane envié par la terre entière, un descendant persuadé de s'être auto-engendré, un endolori à qui sa douleur ne doit rien, un novateur incompris, un législateur purement narcissique, un hypocondriaque inguérissable, un érotomane adulé de tous, et un génie sans équivalent. À partir de quoi, il reste à faire en sorte que cette folie soit aimable, à la contenir dans son jardin secret, à la protéger des ouragans comportementaux pour l'empêcher d'échouer à la rubrique des faits divers, et à profiter de ses trouvailles, de sa marche capricante et de son aptitude à nous arracher aux ornières où nous maintient la réalité si normale et si souvent décevante dans laquelle nous évoluons. Voilà pourquoi, si j'avais un message à adresser aux psychiatres qui traitent leur propre folie par l'indifférence ou le refus, je leur rappellerai simplement que notre commune discipline ne voit pas malice à construire son discours sur un symptôme cardinal qu'elle ne sait pas définir, ni à élaborer ses dispositifs sur des hypothèses que rien jamais n'a confirmées. Voilà qui invite à rester humble et, autant que possible, tranquillement fou.